l'invité de la matinale. KTO Radio. La campagne 2025 de déclaration des impôts sur les revenus commence ce jeudi et s'étale jusqu'au 5 juin prochain sur Internet. Bon, il faut l'avouer, ce n'est pas forcément une partie de plaisir que de déclarer ses revenus, même si le prélèvement à la source a simplifié la chose. On se demande souvent pourquoi on paye autant d'impôts, si on en profite et si cet argent sert le bien commun. Fabrice Bain est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Monsieur Eloi. Vous êtes professeur en droit public à l'université de Toulouse-Capitole. Une question simple pour débuter. Que finance l'argent prélevé par l'État sur les revenus des Français ? Oui, eh bien l'argent permet de financer l'ensemble des services publics. Alors, il faut distinguer de ce point de vue-là la situation de l'impôt lui-même et la situation des cotisations sociales qui financent plus particulièrement la sécurité sociale. Et donc la protection sociale, les différentes branches de sécurité sociale qui représentent d'ailleurs des sommes beaucoup plus importantes que le seul État. Vous avez travaillé sur la question de l'impôt dans la religion catholique. Que dit la doctrine sociale de l'Église au sujet de l'impôt ? Fait-elle mention des questions fiscales ? Alors tout à fait. Alors c'est évidemment pas l'objet principal de l'enseignement catholique, Oui. mais on a depuis la Bible un enseignement qui est très clair à ce sujet. Bien évidemment, c'est dans les évangiles. On a l'une des phrases les plus célèbres de Jésus, à savoir qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, et c'est développé par saint Paul dans l'Épître aux Romains, à savoir qu'il faut payer l'impôt. Et justement, cette obligation morale de payer l'impôt se retrouve dans l'enseignement des papes qui sont venus clarifier un discours qui a pu parfois être troublé au 19e et surtout au 20e siècle. C'est une obligation morale de payer l'impôt parce qu'on fait partie justement d'une société et que ça correspond à la participation au bien commun. On comprend donc ici que l'impôt est vecteur de solidarité, mais en quoi l'impôt est-il forcément facteur de bien commun ? Alors, l'impôt correspond effectivement, en première analyse, au bien commun dans la mesure où il permet de financer des dépenses qui sont nécessaires, qui sont rendues indispensables par la vie en société. Mais ça n'empêche pas la doctrine chrétienne de poser la question justement de l'utilité de certaines dépenses, et ça se situe évidemment au niveau des obligations des gouvernants. Et l'Église n'est pas la seule à défendre la nécessité de l'impôt, mais sans doute la seule à la lier forcément au bien commun, qui est une notion propre à l'Église. Qu'est-ce que ça change, cette approche du bien commun ? Ça change déjà la conception du fondement de l'impôt, que j'évoquais très rapidement précédemment. Dans les doctrines sécularisées, on a pu observer, pour simplifier, deux grandes doctrines justifiant l'impôt. La doctrine dite libérale de l'impôt-échange, à savoir que l'impôt serait justifié parce qu'on obtient quelque chose en échange, des services publics, ce que j'indiquais il y a quelques minutes, et une doctrine plus solidariste qui a pu développer au 19e siècle, d'impôt-solidarité, qui serait justifié par justement les liens avec la société, mais sans la référence justement à la dimension religieuse qu'on trouve avec le bien commun. Dans la doctrine catholique, le fondement n'est pas le fait d'obtenir quelque chose en échange. Le fondement, c'est la situation du chrétien qui doit participer justement à sa place à l'organisation sociale, et qui, de ce point de vue-là, alors on pourrait dire que c'est une sorte de traduction de la théorie antique de l'impôt tribut, mais c'est pas satisfaisant, puisque l'impôt tribut, c'est une théorie de l'impôt obéissance, justement, qui peut avoir une dimension négative, à savoir que on doit payer l'impôt parce qu'on doit se soumettre à l'autorité. C'est le cas, par exemple, des alliés de Rome dans l'Antiquité, qui justement permettaient aux citoyens romains d'échapper, eux, à l'impôt. Dans la dimension catholique, ici, alors évidemment, le bien suprême, c'est Dieu, et le bien commun, c'est la participation à la vie sociale. Et donc, c'est pour justifier sa place justement dans cette organisation sociale que l'homme a des obligations matérielles à respecter, et notamment le fait de payer l'impôt.
L'impôt comme un devoir fiscal au service du bien Mmh. commun, mais l'impôt est-il nécessairement juste? Quelles sont les règles d'un impôt juste, en tout cas selon l'Église? Oui. Alors, effectivement, vous avez parfaitement raison de souligner, cela. C'est la question de l'obéissance due par le chrétien contribuable n'est pas la même chose que les règles, de l'impôt juste. Alors certaines la doctrine sociale de l'Église a repris une partie, enfin, ou du moins partage plus exactement, un certain nombre de règles de la justice de l'impôt avec des doctrines plus sécularisées. Et sur ce plan, il n'y a pas le principe du consentement de la même façon. Par contre, il faut que l'impôt soit équilibré. Il ne s'agit pas d'extorquer et de remettre en cause le droit de propriété des, des contribuables. Mmh. Il faut également que l'impôt soit équilibré cette fois par rapport aux capacités contributives du contribuable. Donc, il faut que de ce point de vue-là, l'impôt soit justement réparti de façon équilibrée entre l'ensemble des contribuables, puisque on est dans une gestion collective de cet impôt et que cet impôt finance justement des dépenses qui soient utiles à la collectivité. Un certain nombre de politiques en France, avec ironie, parlent de l'impôt, et de la France comme, la championne du monde du prélèvement obligatoire. Dans les faits, est-ce que Mhm. c'est vrai? Alors, techniquement parlant, effectivement, vous avez raison d'utiliser ce vocabulaire. Nous sommes un des pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés. Dans les prélèvements obligatoires, on a à la fois la fiscalité, au sens de l'impôt dont nous parlions, et les cotisations sociales. C'est ça qui explique justement cette situation qui est semblable à celle qu'on retrouve dans les pays scandinaves, également en Belgique ou en Italie. On a une pression fiscale parmi les plus élevées au monde. Tout à fait, et ça correspond au financement de dépenses publiques qui sont parmi les plus élevées au monde. Et qu'est-ce que ça nous apporte, ce taux élevé de prélèvement obligatoire par rapport à d'autres pays comparables à la France? Eh bien, techniquement parlant, justement, c'est là qu'on peut observer la différence, que donc les économistes ne font pas en parlant de prélèvement obligatoire, mais la différence qui existe en droit entre les impôts et les cotisations sociales. La différence, en réalité, se situe à ce niveau-là. Parce que c'est ça la différence majeure, à savoir que c'est un problème de financement de la protection sociale. En fait, une grande partie de la protection sociale qui passe par la sécurité sociale. C'est-à-dire que, pratiquement parlant, si on avait un autre système de financement de la sécurité sociale, qui passerait par exemple par des assurances totalement privées, eh bien, on aurait des taux de prélèvement obligatoire qui chuteraient au niveau des statistiques compilées par l'OCDE depuis 1960. Et donc, on aurait une protection sociale qui serait financée différemment. Mmh. Et pour le reste, les impôts financeraient à peu près l'équivalent en termes de dépenses, par exemple, pour financer l'armée, financer la police, pour financer le système éducatif. On parlait d'un impôt juste. Il y a une défiance vis-à-vis de l'impôt marquée notamment par l'ampleur de la fraude fiscale, on peut le dire, hein. Plus de 20 Bien sûr. milliards en France, rien qu'en 2024 selon le ministère de l'économie. Pourquoi et comment en est-on arrivé là? Alors, écoutez, ça, je suis bien en peine de vous expliquer. Alors, sachant que ces 20 milliards, sachant bon, ça varie entre 7 et 27 milliards, mais ça, c'est ne serait-ce que l'estimation de la fraude pour les impôts directs. Si on prend en compte la totalité des prélèvements, aussi bien fiscaux d'ailleurs et sociaux, et donc également la fiscalité indirecte, on a des fourchettes qui vont de 30 à 100 milliards d'euros. Ça pourrait être encore plus colossal, mais par définition, comme il s'agit d'une fraude qui est cachée, eh bien, on ne peut pas avoir Mmh. le chiffre complet. Alors, ici, évidemment, on se retrouve face à, on va dire, la réalité, à savoir que la question de l'obéissance à la loi, que ce soit dans la doctrine catholique ou dans le droit sécularisé, relève également de comportements individuels
Et de ce point de vue-là, depuis l'Antiquité, on a des comportements individuels qui cherchent à, en partie, éviter l'impôt, quel que soit d'ailleurs le discours officiel qui peut être partagé collectivement. Tout le monde peut être confronté à des situations où il y a des possibilités de frauder. Eh bien, ces possibilités sont utilisées depuis longtemps. Alors, de là à considérer que c'est un élément de défiance à l'égard de l'impôt, c'est un problème de psychologie que je suis bien en peine de vous justifier scientifiquement. Ce qui, par contre, peut être constaté, c'est que tout simplement, eh bien, euh, de façon pratique, eh bien, il n'y a pas que de la fraude organisée de façon, on va dire, industrielle, où là, c'est vraiment une forme tout simplement d'activité délinquante qui est structurée à ce niveau-là, mais tout un chacun peut être confronté à ce type d'arbitrage moraux et préférer justement limiter sa pression fiscale par une action directe justement de non-dévoilement de ses capacités contributives. Voilà, c'est la méthode la plus classique. Et qu'est-ce que cela dit, selon vous, du rapport que nos sociétés entretiennent avec la notion de bien commun? Ah, alors, eh bien là, justement, on voit le décalage entre le discours qui, sur le plan moral, peut parfaitement, justement, condamner ce Mmh. type de pratique et la réalité pratique. Il ne faut pas oublier que la question des pratiques individuelles dépend d'un arbitrage psychologiquement, on va dire, ou moralement, qui reste totalement individuel, et c'est pour ça qu'on a évidemment, alors ce qui est normal, hein, ce qui veut dire que chacun a une liberté justement de conscience de ce point de vue, et donc est amené à faire des choix, comme je disais, ponctuellement. Alors évidemment, on laisse de côté les hypothèses où vous pouvez parfaitement faire des erreurs et ne pas avoir conscience de frauder, ce qui est une autre situation. Est-ce que ça reflète un déphasage particulier de nos sociétés modernes vis-à-vis donc du bien commun, des considérations morales liées à l'impôt? J'aurais tendance à penser que ce n'est pas le cas, puisque justement c'est un phénomène qui est historique et qu'on retrouve pas forcément uniquement au niveau de nos obligations vis-à-vis de la collectivité exprimées par le droit actuel. On peut parfaitement avoir ce type de situation dans des contexte totalement individuel, ou du moins par exemple familial, dans un contexte familial, excusez-moi, dans un contexte familial, eh bien tout le monde ne respecte pas forcément le bien de l'ensemble de la collectivité. Et en tout cas, un certain paradigme que vous nous avez éclairé. Merci Fabrice Bain d'avoir été avec nous ce matin Je vous en sur prie, monsieur Eloi. KTO Radio. Je rappelle que vous êtes professeur docteur même en droit public à l'université Toulouse Capitole. Je vous souhaite une bonne journée. C'est cela. Merci à vous, monsieur Eloi. Bonne journée à vous.